Quand j'ai vu que j'allais peut-être gagner, là, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, je suis pas prête. Je savais plus quoi faire, quoi. Championne du monde de descente à 22 ans, vice-championne du monde d'enduro à 2 reprises. Et pourtant, quand elle a gagné son titre mondial, elle n'arrivait même pas à y croire. Morgane Schär a un parcours complètement atypique dans le VTT. Tout a commencé par hasard avec un DVD de New World Disorder trouvé dans un big bike. En fait, j'avais acheté un numéro de Big Bike, un peu par hasard, et dedans, il y avait un DVD de New World Disorder. Et là, je m'étais dit, waouh, mais c'est incroyable, je savais pas que ça existait. Et donc, j'arrêtais pas de regarder cette vidéo, et je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire. À 16 ans, elle emprunte un vélo de descente à des copains et se pointe sur sa première course en jean, et elle accroche immédiatement. Ils m'ont prêté un vélo, moi je roulais en jean, enfin voilà, aucune idée, mais en fait j'ai adoré. Mais ouais, c'était vraiment un déclic. 6 ans plus tard, elle est sur la ligne de départ des championnats du monde, et là, il se passe quelque chose de rare. Pendant le run, c'était vraiment cet état de flow. Je faisais qu'un avec mon vélo, ça allait trop bien, tout se passait bien. Il y a eu un moment dans la piste où je me rappelle et je me suis dit, voilà, Morgane, tu vas peut-être trop vite, genre sur une section, peut-être tu rentres trop vite. Et je me suis dit, oh vas-y, c'est les championnats du monde, tant pis, j'y vais, tu vois. Elle arrive en bas avec 12 secondes d'avance. Et pourtant, quand elle attend au contrôle antidopage, quelqu'un débarque avec un téléphone. Il rentre dans la pièce au téléphone et il me regarde comme ça. Et là, je me dis, ah bah ça y est, ils viennent de lui dire qu'il y a un problème avec le chrono, tu sais. C'est fini, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'était Myriam Nicole, elle était pas là, elle était blessée. Elle l'appelait pour me féliciter. Après plusieurs saisons au sommet de la descente mondiale, une non-sélection controversée la pousse vers l'enduro. Et au lieu de vivre ça comme un échec, Morgane trouve sa recette magique. T'as tout le support autour de toi et en même temps, t'as pas la pression de dire là, il faut absolument qu'il y ait les résultats. Et en fait, pour moi, c'est un peu le truc qui est la recette magique, quoi, le truc qui marche pour moi. Dans cet épisode, Morgane nous raconte tout, de la descente à l'enduro, sa préparation, sa stratégie de reconnaissance à la GoPro et sa gestion mentale le jour de course. Et dans cet épisode, Morgane Schär est en roue libre. Dans les précédents épisodes, je vous ai parlé de Shifter, le sponsor d'En roue libre, et donc j'ai voulu me rendre dans un vrai magasin avec des vraies personnes comme Mehdi pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il utilise Shifter tous les jours. Moi, c'est Mehdi, cofondateur du Ravito 18, magasin de vélo, atelier de réparation, lieu de rassemblement pour les passionnés du cycle. Shifter nous fait gagner du temps en équipe, autant sur la partie réparation que sur la partie vente, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Également sur le réassort, on a des messages d'alerte lorsque notre stock est en dessous du seuil respectable, on va dire. Ça nous permet de faire des rentrées de stock et de faire des commandes assez automatisées. Et c'est un gain de temps énorme pour nous. On va pouvoir créer des devis, les envoyer directement via la plateforme et on va pouvoir faire le suivi de la clientèle autant sur la partie réparation que la partie vente. C'est un tout en un. On a tout à disposition avec un seul logiciel. Bon bah si comme Mehdi vous voulez optimiser la gestion de votre shop, rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre avec le code enroulibre30 et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement. Et chaque mois, Shifter tirera au sort un magasin qui aura utilisé le code et lui offrira 1 an d'abonnement offert. Merci d'avoir regardé ça et retour à l'épisode. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Morgane Schär. Bon Morgane, après coup la descente, ça te manque un peu ou t'es ok avec l'enduro? Bah écoute, franchement, je me régale vraiment en enduro. Après, j'ai toujours un vélo de descente. Je roule quand même un petit peu en descente. Je vais à Morzine, je vais au carreau et j'aime bien le ressortir. Les courses de descente, je t'avoue que ça me manque pas trop. Et quand on me pose la question si j'ai pas envie de refaire des Coupes du Monde de descente, pour toute honnêteté, pas vraiment. Parce que je crois que j'ai vraiment trouvé mon truc en enduro. Je me régale avec ça. Et puis, ça a tellement évolué aussi la descente que c'est un petit peu moins ce que j'aimais au début de la descente. Qu'est-ce qui te plaisait justement au début? Bah, moi, quand j'ai commencé, c'était plus vraiment, des pistes quand même assez, techniques. C'était un peu plus lent que ce qu'il y a maintenant. Il y avait des sauts, mais c'était pas non plus des trucs, énormissimes comme on peut voir maintenant sur certaines pistes. Je pense que l'engagement, c'était peut-être un peu moins engagé, mais c'était plus, ouais, vraiment du tech. Et puis moi, ce que j'aimais, c'était, ouais, ce genre de pistes un peu comme on retrouve au Pléné, des freerides, des racines, du raid, pas forcément rouler à 12 000 à l'heure dans les pistes de descente de maintenant. Donc ouais, moi c'était ça qui me plaisait, c'était vraiment ouais, avoir des sensations de rouler dans de la terre, ça évolue tout le temps, c'était cool.
Ouais. Tu veux dire que les pistes, voilà, hyper rapides, hyper travaillées, comme on voit, alors pas forcément en Corée, mais Ouais, parce que c'était pas hyper Mmh. travaillé, mais ouais, les pistes hyper rapides avec des gros sauts, beaucoup d'engagement, mais dans de la vitesse, Mmh. c'était pas trop ton truc? Moi, ça me plaît moins. Après, c'est super cool pour le spectacle. Je pense qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Mais c'est vrai que moi, à rouler, je trouve ça déjà plus dangereux, forcément. Heu et ouais, c'est un peu moins ce qui m'attire, quoi. Moi, j'aime le truc où, ouais, tu places ton vélo, tu vas vraiment un peu jouer avec le terrain, ça évolue et ouais, c'était plutôt ça qui me plaisait. Et après, bah, je sais qu'il en faut pour tout le monde et puis, bah, je vois que le format, il marche super bien maintenant en descente, donc c'est que sûrement ils ont aussi fait les bons choix. Mais c'est vrai que c'était un peu ça quand genre j'ai doucement, arrêté les coupes du monde de descente. Je voyais que sur certaines pistes, je prends Léogang pour exemple, avant c'était vraiment ma piste favorite. Il y avait plein de sections de racines, fallait vraiment sauter d'une racine à l'autre, c'était vraiment il y avait plein de choses à faire et après petit à petit, chaque année, ils enlevaient des sections, ils coupaient les arbres et puis ils remplaçaient par des gros cailloux, des gros pierriers, artificiels et moi, j'étais trop déçue à chaque fois je revenais, je me disais: «Ah non, ils ont enlevé cette section que j'adorais et qui était où il fallait vraiment, ouais, jouer avec le vélo, faire plein de mouvements» et là, c'était juste, bah, à fond, droit. Et bon, bah, finalement, ils sont revenus à du truc plus technique puisque quelques années plus tard, ils ont fait cette section, la fameuse, partie basse de Léogang là qui est super tech maintenant, surtout dans la boue. Donc c'est cool, c'est vrai qu'on peut pas généraliser les pistes maintenant, il y a un peu de tout dans l'ensemble. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rapide que quand moi j'ai commencé, mais c'est beau aussi. Ouais. Bon, les spécialistes de la data, nous diront, si effectivement ça va plus vite, mais Mmh. bon, on a quand même l'impression que ça va plus vite. En tout cas, ici, donc on est à Loudanvielle et c'est vrai que ça va vite, quoi. Ça va vite, il y a de l'engagement, c'est, ouais, peu de place pour l'erreur, quoi. Ouais, c'est impressionnant, hein. Franchement, déjà à la télé, c'est impressionnant, mais c'est vrai que moi, des fois, du coup, ben, quand on a les courses d'enduro avant, souvent je vais voir les finales de coupe du monde ou les entraînements de descente et franchement, en bord de piste, c'est vraiment fou. Ça Mmh. fait même un peu peur, même quand on a l'habitude. Donc ouais, mais c'est vraiment un truc à voir et je recommande d'ailleurs pour tous les gens qui ont l'occasion, franchement, à aller voir une coupe du monde de descente de près, être en bord de piste. Peut-être à l'air d'arriver pour la finale, pour la fin parce que l'ambiance elle est folle, mais voir des entraînements, en bord de piste, c'est vraiment fou. Ouais, 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 Ouais. c'est, je confirme. Après, c'est pas toujours évident de trouver, ouais, des bons endroits pour se Mmh. poser et puis pour voir. Mais ouais, Loudanvielle, est hyper impressionnant. Je dirais que la partie spectateur est pas perfectible, on va Mmh. dire. Les jets, c'est forcément Ouais. bon, puis on attend du monde au jet donc Ouais, donc léger, il y a de quoi voir du spectacle. ouais. Mmh. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette période descente parce que, bah, quand même, alors, tout à l'heure, j'ai enregistré avec, Benoît Mmh. Coulanges qui, dont les rêves ont progressivement augmenté. Donc son premier rêve, c'était de participer à une coupe du monde, participer à une coupe du monde sur un autre continent. Mmh. Ensuite, gagner une coupe du monde. Puis forcément, il y a un rêve, ultime, enfin 2 on va dire, remporter le général et remporter un titre de champion du monde. En ce qui te concerne, J'ai même pas eu le temps de rêver moi. tu as coché la case. J'aimerais comprendre comment tu y es arrivé, Mmh. et qu'est-ce qui t'a enfin, tu vois, d'avoir un ouais, un récit de ton parcours. Tu nous racontes comment tu es arrivé jusque-là. Ouais. Ouais, en fait, moi, j'ai un parcours qui est quand même assez atypique. J'ai complètement raté les années juniors en descente. J'ai commencé assez tard, en fait, j'ai toujours fait du sport étant petite. Mes parents, ils nous amenaient faire plein de choses, y compris du VTT, mais pas du tout en mode compétition. La descente, j'avais aucune idée que ça existait, jusqu'à assez tard, finalement et donc moi, j'ai commencé par faire du BMX, mais donc pas en compétition, juste, au skatepark et puis, au champ de bosse. Donc BMX, enfin parc Ouais. et dirt. Parc et dirt, OK. ouais, c'est ça et donc j'adorais ça. J'allais tous les soirs avec mes copains au skatepark, faire des sauts, faire, plein de choses comme ça. Ça, c'était vers l'âge de ouais, à partir de 13 ans à peu près
Et puis, via le BMX, j'ai rencontré des copains qui faisaient aussi de la descente. Et moi, j'avais découvert ça. En fait, j'avais acheté un numéro de Big Bike, un peu par hasard. Et dedans, il y avait un DVD de New World Disorder. Et là, je m'étais dit, waouh, mais c'est incroyable, je savais pas que ça existait. Et donc, j'arrêtais pas de regarder cette vidéo et je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire. Descente ou freeride un peu même. Ça m'attirait aussi les sauts, le côté un peu mix entre VTT, BMX. Et donc, j'ai des copains qui m'ont prêté un vélo. En fait, ils m'ont dit, bah viens, on t'amène essayer la descente. Et ils m'ont amené sur une course à Cassis dans le sud de la France. Et donc, c'était la première fois que j'essayais le vélo de descente. Ils m'ont prêté un vélo. Moi, je roulais en jean. Enfin, voilà, aucune idée. Mais en fait, j'ai adoré. J'ai fait pas mal de chutes quand même. J'avais des petites chutes. Mais ouais, c'était vraiment un déclic. Et je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. C'est vraiment le côté... T'as les sensations fortes que tu pourrais retrouver aussi en BMX, mais t'es aussi dans la nature, ça change tout le temps. Ça t'ouvre les portes de plein de nouveaux spots parce que bah, t'as pas besoin d'aller sur un skatepark ou sur un champ de boss, tu peux vraiment aller partout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, j'ai économisé, je me suis acheté un vélo et puis c'était parti. Et donc voilà, au début, je faisais juste comme ça des petites courses. Et petit à petit, bah, j'ai fait des régionales, j'ai fait des coupes de France. Et puis j'ai fait un podium en Coupe de France. Et puis en fait, j'allais souvent en Auvergne chez Passion Vélo. Donc c'est un magasin qui était tenu par Jérôme Crocompette. Et à l'époque, donc ils avaient fait un petit team. Donc ça restait assez simple, hein, mais n'empêche que c'était une bonne aide. Et puis Jérôme, lui, il avait fait quelques Coupes du Monde. Et donc quand tu connais quelqu'un qui est allé faire des Coupes du Monde, tu te dis: «Ah ouais, en fait, peut-être c'est possible, quoi». Et donc bah, voilà, moi je continuais, je roulais, j'adorais ça. Je suis allée à l'IUT à Annecy en même temps à cette période. Donc là, je devais avoir, 17-18 ans. Après le bac, je suis allée à l'IUT en sport-études à Annecy. Là, j'ai pareil rencontré plein de monde qui roulait. On avait tous les après-midi de libre pour s'entraîner, pour rouler. Alors moi, j'avais pas trop de prétention au niveau des résultats à cette époque quand je suis rentrée à l'IUT. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup progressé pendant ces années-là. T'avais pas de prétention au niveau résultat, en vélo ou scolairement En parlant? vélo. OK, d'accord. Ouais, au niveau scolaire, on va dire que ça allait. En fait, je m'en sortais assez bien. J'avais de la chance d'avoir quand même pas mal de facilité à l'école. Donc ça se passait assez bien. Voilà, je fais un DUT mesures physiques. Ça me plaisait pas mal. Et puis ouais, au niveau des résultats en vélo, en fait, je me disais: «Je vais voir où ça me mène». Et puis j'avais fait ces coupes de France. Et puis après, donc c'était 2010, je me suis dit: «Bon, bah, allez, j'essaye d'aller sur une coupe du monde». Et donc on est partis à Maribor, c'était ma première coupe du monde. Et là, je me rappelle encore voir Samil pendant les recos à pied, mon idole. Donc ça fait vraiment cet effet-là, en fait, tous les gens que je regardais dans les vidéos, dans les magazines, et ben, en fait, ils étaient là. J'étais sur la même piste qu'eux. Et ouais, c'était chouette, c'était chouette. Franchement, cette première année, je crois que j'ai fait 3 coupes du monde. Je me suis qualifiée à la plupart d'entre elles. En finale, je suis quand même pas mal tombée. J'ai crevé à Fort William, je me suis pas qualifiée à Fort William. Mais ouais, c'était un bon apprentissage, c'était un peu à la route. On partait, on se retrouvait à 3-4, un peu tous en mode, privateers, on dirait maintenant. On louait un appart tous ensemble et puis ça fonctionnait et puis on a appris comme ça. Et en fait, l'année suivante, donc 2011, je fais mon premier top 10 en coupe du monde, à Léogand. Et je continue à progresser. Là, on avait les Specialized, les démos avec Jérôme. Le team se structure un petit peu. On devient vraiment team Coupe de France. On fait donc toutes les Coupes de France. On joue le général. Et puis, ouais, ça marche bien. Et puis 2012, donc je rate la première Coupe du Monde, je crois que c'était en Afrique du Sud. J'y vais pas. Je me dis, je vais faire toute seule en Europe. Et puis en fait, la première Coupe du Monde à Val d'Isole, je fais un podium, je fais 5e. Donc trop contente. Mais Moi, c'est quoi, parce qu'en t'écoutant, on a l'impression que tu l'avais pas vu venir. Ouais, bah, en fait, c'est toujours difficile et surtout en les débuts de saison, en fait, moi, je roulais, je m'entraînais, mais j'étais un peu... Je pense qu'il y avait beaucoup moins d'infos que ce qu'il y a maintenant ou alors peut-être je savais pas trop où les chercher ou les demander.
Et du coup, je faisais un peu mes choses dans mon coin, je progressais, mais j'arrivais du mal à me situer par rapport à d'autres filles. Et donc, là, c'était la première course que je faisais, moi, de la saison, enfin, la première Coupe du monde. Et j'avoue que même à la qualif, je stressais de pas me qualifier à cette course. Je sais pas pourquoi, tu vois? Mais j'étais un peu, je sais pas si je suis prête. Finalement, j'étais prête, hein, je fais 5e, donc trop bien. Mais c'est vrai que, ouais, moi, j'avais 22 ans, tu vois? Ça faisait 2 ans que je faisais quelques coupes du monde, mais tu vois, 2010, j'en ai fait 3, l'année d'après, j'en ai fait peut-être 4. Je me sentais pas, tu vois, au niveau des Rachel, des Sabrina Jonnier, des Tracy Mosley, et je faisais ma place, quoi, petit à petit. Et je sentais que je savais que je roulais bien sur certaines parties, mais il me manquait plein d'expérience. Je tombais encore pas mal. Ouais, je progressais, quoi. J'étais vraiment. Et en fait, je progressais vite, hein, parce que ouais, mes résultats, ils sont quand même vraiment. Ils sont améliorés super vite. Je fais ce premier podium. Après, je faisais plus entre 5 et 10. J'ai pas refait de podium, je crois, cet été-là. Mais par contre, je suis partie aux US et au Canada, donc Mont-Sainte-Anne et Windham. Il y avait 2 courses là-bas. Je me suis dit: «Allez, ben, c'est le moment». Je suis partie pareil, des copains avec Flo Artus, Ben Verrier et tout ça. Et puis, voilà, pour moi, c'était exceptionnel, quoi. C'était la 2e fois que je prenais l'avion. Je suis arrivée là-bas, eux, ils étaient partis avant moi, donc je suis arrivée là-bas, je savais pas qui me récupérait à l'aéroport. C'était roots, quoi. Ouais, c'était roots. Et puis, arrive un peu fin de saison, je suis sélectionnée pour les championnats du monde pour la première fois en équipe de France. Les championnats du monde, c'est à Léogang, une piste que j'aime bien, que j'adore même. Et voilà, le week-end, ça se passe super bien. Je suis en chambre avec Sabrina Jonnier, qui était mon idole. Mais vraiment, moi, j'étais ultra fan d'elle et j'étais hyper timide, hein, à l'époque. Donc, quand Manu Hubert me dit que je suis en chambre avec elle, j'étais trop mal. J'arrive dans la chambre, j'osais pas déranger. Je lui dis: «Non, non, mais c'est bon, prends le grand lit, prends tout ce que tu veux». Je me fais toute petite et tout ça. Et en fait, elle, ça allait être ses derniers championnats du monde. Elle était plutôt sur sa fin de carrière. Et en fait, il y a eu quand même, sans vraiment qu'on se le dise ou qu'elle me le montre trop, mais je pense elle m'a donné plein de conseils ce week-end-là, discrètement, quoi, hein, mais quand même, c'est resté. Et en fait, ouais, moi, ça m'a vraiment énormément aidée. Et tu vois, j'avais même du mal à réaliser que, bah, j'étais avec elle, qu'elle me parlait, qu'elle était sympa, que et ouais, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, ben, pareil, j'y suis allée, mon objectif, c'était un top 5 sur cette course. Je fais une bonne qualif, je crois que je fais 5e en qualif. Et puis après, pour la finale, donc on partait dans l'ordre des dossards. Moi, j'étais dossard 8, donc il en restait 7 derrière moi. Je fais vraiment un bon run. Je sais que pendant le run, c'était vraiment cet état de flow qu'on peut retrouver, enfin, dont certains sportifs parlent. C'était vraiment ça. Moi, je faisais qu'un avec mon vélo, ça allait trop bien. Tout se passait bien. Il y a eu un moment dans la piste où je me rappelle et je me suis dit: «Ouah, Morgane, tu vas peut-être trop vite, genre, sur une section, peut-être tu rentres trop vite». Et je me suis dit: «Oh vas-y, c'est les championnats du monde, tant pis, j'y vais», tu vois? Mais c'est vraiment le seul moment où j'ai été consciente un peu dans ce run. Tout le reste, j'ai pas trop de souvenirs, en fait. Et ça se passe super bien. J'arrive en bas, je crois que j'avais 12 secondes d'avance. Et puis, mais bon, comme je te dis, il en restait 7, hein, donc pour moi, trop contente, mais voilà. En plus, c'était génial parce que c'était un week-end où il y avait plein d'amis à moi qui étaient venus. Ça s'était fait un peu par hasard. J'avais mon meilleur pote qui s'était cassé le bras, donc il pouvait pas bosser, il était venu. Plein de petites choses comme ça. Je vois tous ces gens dans la raquette d'arriver, je me dis: «Ah, c'est trop bien». Et puis petit à petit: «Ah bon, bah, je vais être top 5 et tout, trop bien». Et puis: «Wouah, je vais être podium!» Ah, truc de fou, tu vois? Les gens passaient, puis ils amélioraient pas les autres filles passaient, ça améliorait pas mon temps. Je me dis: «Ouais, je vais être podium». Truc de fou. Et par contre, après, quand j'ai vu que j'allais peut-être gagner, là, je me suis dit: «Ah non, mais c'est pas possible, je suis pas prête». Et là, je savais plus quoi faire, quoi. Et en fait, ouais, c'était un truc de fou, hein, mais j'arrivais même presque pas à être contente sur le coup parce que je me disais: «Mais c'est pas possible, moi je suis là,
J'arrive, j'ai 22 ans, je me sentais presque pas à ma place au début. Sur le moment, j'arrivais pas du tout à réaliser, quoi. Et même pour la petite histoire, donc après je vais au contrôle antidopage et j'attends un petit peu là-bas et puis là je vois, donc Manu Hubert qui arrive, il était au téléphone, il rentre dans la pièce au téléphone et il me regarde comme ça et là je me dis: «Ah bah ça y est, ils viennent de lui dire qu'il y a un problème avec le chrono, tu sais?» C'est fini, tu vois? Et en fait, pas du tout, c'était Myriam Nicole, elle était pas là, elle était blessée et elle l'appelait pour me féliciter. Mais tu vois, c'est vrai qu'au début, moi, j'arrivais vraiment pas à y croire. Ça a mis, quand même quelques jours à retomber. Est-ce que tu as, je sais pas, dormi avec ta médaille ou ton maillot ou pour réaliser? Ouais, ouais, je crois, ouais. On a bien fêté ça, directement après et Mmh. puis, moi, je bois pas beaucoup, donc j'avais bu un petit peu d'alcool et j'étais partie, loin. Mais ouais, je crois que j'ai dormi avec la médaille, en tout cas, tout près de moi et je l'ai j'ai pas trop arrêté de la regarder pendant quelques jours après, ouais, c'est sûr et après, on avait encore une coupe du monde juste après, en Norvège. Donc voilà, c'était chouette. J'ai pu rouler avec le maillot de championne du monde tout de suite. Ouais, non, c'était une aventure de fou et puis ça me faisait tellement plaisir de partager ça aussi, tu vois? Il y avait le team Passion Vélo, non, on faisait avec les moyens du bord, mais je sais qu'eux, ils faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour, nous mettre dans les meilleures conditions. Il y avait vraiment une super ambiance et ouais, ça me faisait trop plaisir de leur ramener ce maillot, tu vois? Ouais et puis, c'est un travail d'équipe, Mmh. j'imagine, puis beaucoup d'efforts, de travail comme, nous expliquait Benoît aussi, de, de sacrifices, de plein de choses. Mmh. Tu as pleuré? Ouais, je pense que j'ai pleuré, ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas pleuré à très grosses larmes, mais en fait, je pense qu'à cette époque-là, c'était moins tu vois, il y avait des sacrifices et tout ça, mais je pense que j'en ai fait plus après finalement. À cette époque-là, c'était tellement, je roulais quoi et je faisais tout et ça me paraissait même pas très difficile, parce que, ah ouais, j'étais à fond, et je sais pas, c'était ouais, c'est venu vite quoi, c'est venu vraiment vite. Mmh. Donc ouais, le côté, émotion et tout, peut-être qu'il aurait été même encore plus fort plus tard, tu vois? Mais non, mais c'était fou, quoi. C'était fou que ça arrive aussitôt et ouais, non, c'est beau. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir championne du monde? Et ben, déjà, ça m'a permis de, bah, rentrer dans un team pro l'année suivante et ça m'a permis aussi de me dire, «Ouais, je peux vraiment faire quelque chose avec le vélo». Je sais que, ben, là, en fait, quand j'ai gagné les championnats du monde, je sortais de l'IUT là. Je finissais mes études et je me disais: «Ben, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je continue dans quelque chose, dans des études? Est-ce que je vais bosser?» Mais à ce moment-là, je mets un peu de côté le vélo ou je me lance à fond Mmh. et on continue, tu vois? Et là, je me suis vraiment dit: «Ben, ouais, en fait, je peux faire quelque chose avec ça. C'est pas juste que j'aime le vélo et que je m'amuse et que c'est une passion, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Je peux aller chercher des bons résultats. Ça me valide un peu plein de choses» et donc bon, à cette époque-là, c'était pas les salaires de maintenant en descente, surtout chez les filles, je pense. Ou alors peut-être que aussi, encore une fois, je connaissais pas assez bien Mmh. et donc bon, voilà, c'est pas comme si j'avais gagné, des 1000 et des cents après ce titre de championne du monde. Ouais, ce serait autre chose, je pense. Mais mais voilà, ben, après je suis rentrée donc chez MS Mondraker. J'ai vu ce côté, ben, team pro, je vais vraiment faire toute la saison de coupe du monde, je vais pas, faire mes études, bosser à côté et essayer de mettre de l'argent de côté pour payer mes déplacements. Là, tous mes déplacements sont payés, j'ai des vélos, j'ai tout ce qu'il faut et je peux vraiment me mettre dans des bonnes conditions, pour m'entraîner et donc après ça, j'ai continué quand même à travailler l'hiver, en lien avec ce que je faisais à l'IUT, mais j'avais un contrat, ça s'appelle une CIP, convention d'insertion professionnelle, qui est faite, avec le ministère des Sports, la fédé et l'employeur et donc en fait, grâce à cette convention, tu peux avoir un CDI
si tu es sportif de haut niveau, si tu as un projet et tout ça, tu peux avoir un CDI donc sur l'année, sauf que tu as une réduction du temps de travail vraiment dans l'entreprise. Donc moi, j'avais 50% d'aménagement et donc je travaillais l'hiver. Tout l'été, je faisais du vélo et j'avais cette sécurité-là. Donc je pouvais vraiment m'y mettre à fond, quoi. Intéressant. Bon, pour ceux qui savent pas, hein, du coup, maintenant vous avez le Voilà, le tuyau. ça se fait. Apparemment, c'est quand même pas évident de trouver l'employeur qui accepte de faire ça. Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec quelqu'un qui était assez passionné de sport et qui m'a bien aidé quand même avec ça. Mais ouais, c'est un dispositif enfin moi en tout cas, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et alors, donc ça, on est en 2013, Ouais. Mondraker. Combien de temps tu restes dans le team? J'ai fait 1 an T'as chez fait 1 an? Mondraker. Ouais. OK. Pourquoi? Comment? C'était, ouais, Mondraker, c'est pas que j'ai des regrets, j'ai un peu des regrets. Je pense qu'à cette époque-là, donc je parlais anglais, un petit peu comme quand on sort de l'école et en fait, comment dire? Il y a eu, sûrement des choses sûrement une mauvaise communication, de ma part. Peut-être qu'en fait, il y avait certaines pièces du vélo, on va dire, allez, peut-être les suspensions, où j'avais du mal à les régler, j'avais peut-être du mal à faire passer mon ressenti et du coup, moi, j'avais un peu de frustration et donc ça se passait bien, hein, dans l'ensemble, ça allait, mais à refaire, tu vois? Et j'en ai parlé, avec le manager de Mondraker il y a quelques années, tu vois? On en a rediscuté et je lui ai dit: «Bah, en fait, je me rends compte, tu vois, que vous êtes des passionnés, que vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça marche et en fait, moi, pour moi, il fallait qu'on ait les meilleurs trucs, il fallait, tu vois, on était un team pro, il fallait que ça marche, que tout soit parfait et j'arrivais pas à comprendre qu'il y a des choses, ben, des fois, c'est comme ça, Mmh. Et bon voilà, on s'est pas quittés en mauvais termes, hein, du tout, mais c'est vrai que ça s'est fini après 1 an. Après je suis allée chez Evil, donc chez Cyril Kurtz. Mmh. Et là encore avec Flo Payette, donc Ouais. une bonne belle année aussi, hein. Ça c'était cool. J'aimais beaucoup le vélo, ouais, ça s'est super bien passé. On a fait des gros voyages, l'Afrique du Sud, Cairns, Mmh. l'Australie et pareil, j'ai fait qu'1 an là-bas pour plein de raisons. Enfin ouais, comme ça se fait des fois, en fait, ça change, eux, je crois qu'ils allaient plus avoir de filles après dans le team, ils réduisaient un petit peu les budgets et tout ça et puis voilà, j'ai continué C'était quoi après? et après j'ai fait Solid. Solide, marque, allemande, hein? Marque allemande, Ouais. ouais, qui crée un team. Ils avaient créé un nouveau vélo Il y avait de pas descente. Mathieu Troquier avec toi? Ouais, non, il était avant Il lui. était avant, OK. Ouais, je l'ai pas connu dans le team. Il y avait Harry Molloy avec moi, qui c'est le mari de Veronica Winman, OK. qui roulait en coupe du monde aussi. Enfin, elle roule toujours, lui, il roulait avant en coupe du monde. Il y avait Josh Lowe, donc un Anglais. Il y avait Stéphane Garlicki Qui et roule ouais, toujours en ouais. descente urbaine, je crois, entre Ouais, il fait autres? un peu de tout, ouais, il Ouais? fait descente, il fait beaucoup sur les réseaux Ouais, ouais, aussi, il est très, très présent. ouais, donc voilà, on était tous assez jeunes, hein, à cette époque, mais ouais, c'était ce nouveau team qui s'était créé, le vélo, c'était vraiment bien, on avait suspension Boss et ouais, non, ça encore une belle expérience, Mmh. encore fini au bout d'1 an. À un moment, je me suis posé des questions, mais bon, après j'ai fait Bergamo, je suis restée 3 ans. OK. J'ai retrouvé donc je suis allée dans le team, il y avait Eddy Masters à cette époque-là. C'était un programme assez freestyle, mais ça me convenait bien finalement ce côté, il y avait pas de pression, on roulait, les vélos étaient et pareil, ils avaient un nouveau vélo qui venait d'arriver, donc franchement ça marchait quand même bien Mmh. et puis, ouais, non, on avait bien rigolé, hein, pendant 3 ans. J'ai fait 2 ans avec le team de descente et la 3e année, j'étais plus, déjà sur un programme semi, descente enduro, un peu il y avait plus le team, mais moi, il m'avait gardée en tant qu'ambassadrice et je pouvais faire un petit peu mon propre programme. Bon alors,
tu commences à nous tendre une perche de l'enduro. Comment t'es... Alors, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'enduro? Ouais, en fait, maintenant je m'en rends compte. À l'époque, je m'en rendais pas forcément compte, mais déjà sur les coupes du monde de descente, souvent je prenais mon vélo d'enduro et au lieu de faire ma récup sur le home trainer, j'allais, faire un tour. Des fois, j'allais faire le parcours de cross-country, en fait, j'avais toujours aimé bien pédaler et puis aller voir des endroits, en vélo. C'était vraiment mon truc, monter en haut des montagnes, aller voir ce qu'il y avait derrière et puis, découvrir des nouveaux chemins et tout ça. Et donc, même à l'entraînement, je faisais beaucoup ça et c'est vrai que par rapport à un entraînement, vraiment de descendeur, je faisais quand même beaucoup plus d'heures, je passais beaucoup plus de temps sur le vélo et c'est quelque chose qui m'attirait, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à faire de courses d'enduro, j'en avais fait 1 ou 2 comme ça, vraiment pour le fun, mais c'est vrai que ça m'était pas trop venu, hem, jusqu'à ouais 2017, fin 2017. Où je fais ma première EWS à Finale et en fait, bon donc c'est venu un petit peu, en fait c'est venu un petit peu parce que donc je devais faire normalement, je pensais faire les championnats du monde, à Cairns donc fin 2017. J'avais fait les critères de sélection, qui étaient un top 5 à l'époque, Top 5 en Coupe du Monde. en coupe du monde, Ouais. hein, donc déjà critères assez serrés, mais bon, j'avais fait un podium l'année d'avant à Cairns, c'était une piste qui me convenait, donc pour moi, il y avait pas de souci. Je m'étais cassé le scaphoïde l'année d'avant et en fait, pendant la saison, j'ai commencé à de nouveau avoir des douleurs, à la main, surtout en vélo de descente parce que, ben, avec les hautes vitesses et tout ça, ça me faisait mal, donc je cherchais un peu des solutions pour ça. On m'a dit quand même qu'un peu de repos, ça ferait pas de mal. Donc je suis pas allée, j'ai pas fait la course au championnat de France, j'ai fait les entraînements, mais j'ai pas fait la course, Qui était où? qui était au carreau. Au carreau. Et je me suis dit: «Je vais pas à Mont-Sainte-Anne» parce que, ben, là-bas, franchement, la piste, ça va à 60 km/h, il y a des gros trous, je me suis dit: «C'est un peu le pire endroit pour ce que j'ai maintenant». Je me suis dit: «Bah, je me repose, je me prépare pour les championnats du monde en fin d'année et go, quoi, on repart là-dessus». Et en fait, fin août, on m'annonce que je suis pas sélectionnée pour les championnats du monde. Malgré, bah, mes bons résultats du début de saison, malgré que, ben, pour moi, il y avait un plan qui était quand même assez clair et défini et malgré qu'il y avait sûrement 7 places comme d'habitude et qu'il y a eu, 2 filles qui y sont allées du coup. Donc j'ai proposé de payer mon billet d'avion, parce que j'avais un team, hein, qui me supportait complètement dans mes choix. Pour eux, je leur avais expliqué mon programme, ils m'avaient dit: «Ben, il y a pas de souci, fais ça Morgane, c'est très bien, l'important c'est que tu te remettes et que bah, tu reviens quand tu peux quoi, quand tu es prête». Et donc voilà, je leur dis: «Bah, je paye mon billet d'avion». «Ah bah non». Et puis c'est surtout voilà, ça avait été surtout des mots qui avaient été vraiment durs et je pense que je pense que ça a évolué, en tout cas j'espère. Je pense que c'est aussi pas que le cas dans la fédération de cyclisme. Mais voilà, à mon avis, je pense que quand tu as des athlètes, c'est bien de les supporter quand ça marche, mais c'est aussi bien de pas les pousser au fond du trou quand ça va pas. Et en tout cas, moi, à ce moment-là, je l'ai ressenti comme voilà quoi, c'est on n'a pas besoin de toi et tant pis si ça va pas donc franchement, une période vraiment difficile pour moi. Moi, je savais pas en plus, je savais pas trop d'où elles venaient ces douleurs, j'avais refait des radios, apparemment tout était OK, j'avais essayé plein de choses, ça allait pas donc on me prive un peu de mon truc, de ma passion, de mon métier aussi. En plus, ben, on a des mots qui sont durs avec moi. Pardon, on parle de quoi comme genre, comme type de mot? Bah, moi, c'était: «Ah, bah, de toute façon, toi, ta place, c'est, top 10, donc ça nous intéresse pas, là, enfin et en fait, quand tu te bats tous les jours, tu t'entraînes, tu fais tout ce que tu peux pour être le meilleur, que tu as eu quand même des bons résultats et qu'on te dit ça et ben, ça t'achève un peu, quoi. Et ouais, je sais plus exactement les mots exacts, hein. C'était pas, voilà, on m'a pas insultée, on m'a pas mais c'était des mots qui, dans des situations comme ça, en fait, sont hyper blessants. Et
Et du coup, ben, voilà, donc au final, j'essaye de négocier, pas de négociation possible. Finalement, ils ont donné mon billet d'avion qui était déjà réservé à Keno Derlin, je crois. Petite dédicace à Keno. Mmh. Bref, maintenant, j'en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, c'était vraiment dur et ça m'a un peu dégoûtée de ouais, de plein de choses, en fait. Et donc je me suis dit: «Bon, ben, allez, il me faut un nouvel objectif vu que celui-là, ben, on me le prend, je vais trouver autre chose». Et du coup, je me suis inscrite pour le WSL Finale qui OK. était, Enduro World Series pour ouais, ceux qui c'est ça. maîtrisent pas. Mmh. C'était en fin de saison, c'était fin septembre, je pense. Et en fait, ça m'a fait trop du bien. Je me suis préparée, donc j'avais 4 semaines, je crois, et je me suis dit: «Bah, allez, je m'y mets à fond», je faisais des grands tours de vélo, j'essayais de, préparer mon vélo. Moi, je savais pas trop ce qu'il fallait emporter avec soi, qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il fallait prendre comme outil, comment on abordait une course d'enduro. Et donc ça m'a fait vraiment du bien. C'était vraiment: «Allez, je pense à autre chose, je me lance ce nouveau challenge». Et j'ai adoré cette période de préparation jusqu'à la course. Pour moi, c'était vraiment, ouais, redécouvrir quelque chose. Et puis la course, ouais, j'ai adoré. C'était 4 jours, c'était vraiment long, c'était vraiment dur. Puis à cette époque-là, je mangeais pas autant, enfin, en fait, j'avais pas trop envie de manger en roulant et du coup, j'avais fait une hypo de fou à la fin de la course, je me souviens que le dimanche matin, donc 2e jour de course, j'étais au départ, j'avais mal aux jambes et puis je dis ça, moi je pensais que c'était pour tout le monde pareil. Donc je dis ça il y avait Anne Bertine, je lui dis: «Ah ouais, j'ai mal aux jambes et tout». Elle me dit: «Ah bon? Mais tu as déjà mal aux jambes? Mais la course enfin, c'est que le Ouais, début du ça fait 2e que jour». commencer. Mais donc c'est voilà. Et puis en fait, j'ai adoré. J'ai adoré rouler plein de pistes, faire des grosses journées de vélo, le challenge d'arriver jusqu'en haut des spéciales, de rouler à fond dans les spéciales que tu connais pas trop finalement après une seule reco. Et voilà, et je me suis dit: «Ah ouais, bah là, j'ai trouvé ce qui me convient en fait». J'ai ouais, j'ai et voilà, c'est là que j'ai commencé à faire le switch, vers l'enduro. L'année d'après, donc 2018, j'ai fait un petit peu les 2, un petit peu de descente, un petit peu d'enduro. Encore des coupes du monde de descente? Ouais, j'ai été sélectionnée au championnat du monde en 2018 alors que j'avais pas prévu d'y aller. Puis j'avais fait quelques coupes du monde, ouais, j'avais fait la Bresse. J'avais dû en faire 3, 2-3, ouais. Ouais. Et puis voilà, et de l'enduro. Et puis, après, 2019, j'ai fait que de l'enduro. Full enduro. Ouais. Et personne n'a essayé de te dire, te rattraper, de te dire, «Ah non mais Morgane, quand Bah, même». en fait, je pense qu'ils ont vu que je me régalais là-dedans, en Mmh. fait. Je pense que il y a eu plein de choses, hein. Ça a pas été que le fait de pas avoir été sélectionnée à Cairns qui m'a poussée vers l'enduro, parce que c'est un peu, ce qu'on disait au début, tu vois? Je sentais que le type de piste, ça allait dans un sens où, je me faisais peut-être un peu moins plaisir. J'avais ces envies de faire des grosses journées de vélo, d'aller rouler des pistes différentes. Et en fait, je pense que les gens, ils ont vu que ça me convenait et que je me régalais là-dedans. Et au contraire, Bergamont, quand je leur en ai parlé, donc pour cette année 2018 où j'étais avec eux, je leur ai dit: «Bah, voilà, moi j'ai pas envie de quitter la descente complètement et en même temps, l'enduro ça me Mmh. plaît, j'ai envie de voir ce que ça peut donner». Et ils m'ont dit: «Bah, go, c'est trop bien et fais ce qui te fait plaisir, là où tu te sens le mieux et là où, ouais, tu es heureuse». Et puis, ouais, ça a fonctionné. Et c'était aussi un moment où l'enduro, était une pratique qui se développait beaucoup, Mmh. et donc j'imagine qu'un sponsor comme celui que tu avais, ils allaient pas te dire non? Ouais, Ouais? ouais, ouais, c'est clair. Pour eux, c'était chouette aussi. Et puis, bah, ça tombait à ce moment-là, en plus, où ils avaient plus le team de descente. Donc, en fait, c'était parfait. Moi, j'étais un peu l'agent, qui va faire un peu Mmh. plusieurs styles de course. Je peux le représenter, montrer plusieurs vélos. Et c'était bien. Et puis, c'est vrai que, ouais, l'enduro, à ce moment-là, c'était en plein boom. Il y avait Samil qui avait déjà fait la transition, qui gagnait plein de courses, en pédale plate avec un style de fou. Il y avait plein de monde qui roulait et c'était un peu nouveau et cool. Mmh. Donc là, tu arrives une nouvelle fois avec, tes idoles. Mmh. Non, mais c'est marrant parce que Ouais. quand tu me racontes, que tu arrives dans la chambre avec Sabrina, heu
effectivement, enfin, elle avait quasiment toujours été là. Elle avait pris le relais d'Anne Caro. Ouais. Et toi, tu prends son relais. Bon, bref, c'était la petite parenthèse Mmh. que je trouvais intéressante. Mais du coup, en enduro, tu as des Samil qui, effectivement, ont franchi le pas. Mmh. Et puis d'autres, alors Cécile Ravanel Mmh. aussi, qui avait fait ça. Et donc, tu arrives là-dedans et tu t'éclates, quoi. Tu vis ta meilleure Bah vie, en ouais, c'est fait. ça, je m'éclate. Bah Ouais. pareil, il y avait Anne Caro, moi je l'ai pas trop connue, quand je faisais les courses d'enduro, elle avait déjà arrêté, je pense, mais elle en avait fait plein et pareil, tu vois, on les regardait et on se disait: «Bah, ça a l'air génial, quoi». Mmh. Il y a plein de gens cool qui le font et effectivement, en plus, ces années-là, 2019, c'était ma première saison complète en enduro. La première course, c'était, en Nouvelle-Zélande. Après, on est allé en Tasmanie, on est allé au Canada. Franchement, il y avait Madère, il y avait des destinations de fou. Ça faisait vraiment rêver. Enfin, ouais, franchement, c'était incroyable cette saison-là. On se retrouvait à l'autre bout du monde. On roulait des pistes, toutes neuves, magnifiques, faites exactement pour l'enduro et heu et puis ouais, c'était vraiment il y avait un ouais, c'était vraiment plein boom, quoi. L'enduro, Mmh. c'était vraiment le truc cool et en plus, 2019, moi, j'ai fait la saison avec Morgane Jaunier. Donc on était toutes les 2 en mode un peu pareil, un peu privé. On avait nos sponsors chacune de notre côté. On se connaissait pas du tout en début de saison, mais on s'est dit: «Ben, on veut toutes les 2 aller en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, est-ce qu'on se met pas ensemble pour, partager les frais et tout ça?» Et en fait, on est devenus meilleurs potes, grâce à ça et ouais, non, franchement, c'était tu roules, des trucs de fou avec tes potes, tu fais la course et puis moi, ce que j'aimais, c'était que c'était tout nouveau, il y avait de la fraîcheur et puis il y a un côté avec l'enduro où tu t'ennuies jamais, c'est tellement différent et c'est tellement varié. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire, que ce soit sur le vélo, sur toi, sur, ta façon d'aborder les courses, sur les pistes qui sont toujours différentes donc ouais, c'était la folie. Et alors, est-ce que, du coup, ça suit en résultat? Ouais, en fait, donc ma toute première, je crois que j'avais fait top 10, Mmh. bien, contente et puis 2018, j'avais des résultats pas mal, pareil, j'étais souvent, entre 5 et 10 dans ces eaux-là, assez solide quand même, mais tu vois, par exemple, la première 2018, c'était au largue, c'était hyper dur. Moi, je Mmh. me suis dit: «Mais je suis pas du tout prête, quoi». Je sais pas exactement en chiffres, mais c'était peut-être, 1008 de dénivelé par jour, des trucs hyper cassants, super, super durs. Je me suis dit: «Ouais, il faut vraiment que je m'entraîne, le lendemain matin, j'arrivais pas à conduire, j'étais avec mon copain, je lui dis: «Je prends le volant 5 minutes». Je lui dis: «Mais je suis incapable de conduire, je suis trop fatiguée, quoi». Et donc voilà, 2018, c'était un peu la transition. Je m'entraîne, je commence à comprendre le format. J'avais aussi du mal au début dans les spéciales, en fait, c'était soit je roulais trop doucement parce que je connaissais pas beaucoup et donc je roulais trop doucement et du coup, j'étais loin au classement, soit je roulais à fond, mais comme je connaissais pas beaucoup, je me sortais et donc je perdais du temps. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour m'ajuster un peu, faire les GoPro, bien comprendre ce qu'il fallait essayer de retenir et tout ça. Et puis 2019, par contre, j'arrive, donc j'avais mon petit Giuliana, là, j'avais eu un sponsor de Giuliana, donc vraiment un beau petit bike et tout, Mmh. et en fait, première course, retour UA, je fais podium. Donc cool. Je me suis dit: «Bah, là, c'est top». J'étais même en tête, je crois, à un moment de la course, finalement, je fais deuxième. Donc là, je me dis: «Ouais, ça peut vraiment marcher cette histoire». Et puis toute la saison se passe, je fais vraiment quand même des bons résultats, cette année-là. Je prends un petit coup de fatigue en milieu de saison quand même Mmh. parce que, il y a tout l'effet, d'entraînement, d'enchaîner des grosses courses et tout qui se refait sentir. Donc je sais que j'ai eu un petit coup de moins bien, à un moment donné, mais ouais, là, je commence à me dire: «Ouais, là, je peux vraiment bien marcher». Et puis, du coup, l'off-season suivante, donc fin 2019, je reçois un message de Bernard Kerr qui me demande si je veux être, dans le team pivot. Donc là, c'est cool. Petit message, sur Messenger. Donc là, bien sûr,
Un grand oui. Enfin, après, honnêtement, en vrai, ça a été hyper difficile parce que je voulais pas trop quitter Juliana. Donc la décision, elle a été super dure. Par contre, je voulais vraiment être dans un team parce que je m'étais rendu compte que ça me prenait quand même beaucoup d'énergie d'organiser tous mes déplacements, surtout quand on partait loin, faut des voitures de log, faut s'organiser, bref. Et donc je me suis dit ouais, Pivot, c'est le rêve. Ils avaient un super team, des super vélos et tout, donc go. Et donc 2020, j'étais avec eux, sauf que Covid. Forcément. On devait partir en Amérique du Sud pour les premières courses, puis finalement, tout annulé. Et puis petit à petit, on se disait peut-être la prochaine en juin. Non, annulé. Juillet, non. Et puis finalement, on a eu que 3 courses cette année-là, 3 Coupes du Monde, toutes réparties sur fin août, septembre. Qui ont été doublées, non? Non, c'était l'année d'après. C'était 2021 qu'ils en ont doublé. Là, c'était vraiment que 3 manches. En plus, la première, c'était Zermatt. Tempête de neige. Ils doivent annuler la moitié des spéciales. On a cru qu'ils allaient devoir annuler la course. Mais donc, bref, 3 courses. Par contre, je fais 3 podiums. Je gagne la dernière à finale. Et là, je me dis, ouais, ok, là, on est vraiment bon. Il y avait un classement général officieux cette année-là parce que tout le monde n'était pas forcément là. Après, chez les filles, je pense qu'il y avait à peu près tout le monde, mais du coup, je fais première de ce classement non officiel. Et ouais, une super première année avec le team, quoi. Donc, ouais, ça motive toujours encore plus. Moi, déjà, j'adorais ce que je faisais avec l'enduro, et en plus, quand les résultats suivent, c'est le top, hein. C'était quoi pour toi alors tu nous as parlé de la logistique, du fait que c'est quand même beaucoup plus simple, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont contribué au succès de cette saison-là? Ouais, je pense que c'est un tout, mais déjà, le vélo, je pense qu'il me convenait vraiment bien. Mmh. Je me suis sentie super bien dessus tout de suite. Donc, les suspensions Fox, franchement, j'étais hyper à l'aise. L'ambiance dans le team, je retrouvais donc Ed Masters, avec qui j'avais été quelques années auparavant chez Bergamot. Et il y avait vraiment une super ambiance. Il y avait Matt Walker, il était blessé, donc il n'était pas avec nous cette année-là. Mais par contre, il y avait Charlie Murray qui était un peu en mode privé, un peu comme ça. Et du coup, il restait avec nous sur ces courses-là. Il roulait Pivot. Et, et Bernard, moi, je le connaissais pas beaucoup avant ça. Et en fait, je me suis rendu compte que il est génial, ce mec. En fait, il est hyper actif, mais il fait tout pour que... En fait, il fait toujours plein de choses, mais il fait tout pour qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles. Et franchement, ouais, moi, d'avoir, tu vois, j'avais un mécano qui était super. Mon vélo, il était parfait avant ses courses. Et ouais, c'était vraiment ce côté. Et ouais, je reviens un peu à ça, mais ce côté où t'as tout le support autour de toi, et en même temps, t'as pas la pression de dire il faut absolument qu'il y ait les résultats. Et en fait, pour moi, c'est un peu le truc qui est la recette magique, quoi, le truc qui marche pour moi. Donc le cadre, mais pas la pression. Ouais, c'est ça. La pression, je pense que moi, je m'en mets une certaine de moi-même. Je pense qu'on fait tout ça, on est tous là pour faire le mieux possible, et quand tu fais quelque chose avec le cœur, forcément, tu vas te mettre un peu de pression par toi-même. Et en même temps, voilà, je sens qu'il y a de la bienveillance dans le team, et qui seront toujours là, même si ça se passe pas bien. Ouais. Donc, ouais, non, ça, c'était vraiment, vraiment parfait. Donc ça, c'était 2020. 2020, ouais. Ma première année avec eux. OK. 2021, je sais pas, ouais, qu'est-ce qu'il y a comme, c'était quoi tes meilleures saisons? Attends. Attends. Vice-championne du monde enduro World Series en 21 Ouais, au général, ouais. et 23. Ouais. 21, 23, 20 et 22, j'ai fait quoi? Je sais plus. Je sais pas, mais tu 2e au général, plusieurs années de suite. 3 années de suite? Ouais. Ouais. 2, plusieurs années de suite, et podium mondial en 2024. Ouais. Ouais, non, j'ai fait... là, franchement, je pense que, ouais, 21, 22, 23, c'était... Pour moi, c'était mes meilleures années
où vraiment, ça marchait, quoi. On avait en plus, 2021, on avait le nouveau Firebird, là. J'adorais ce vélo en orange, là, il était trop beau en plus. Et vraiment, il y avait tout qui cliquait, quoi. Je dirais pas que c'était facile, c'est jamais facile, mais en même temps, bah ouais, c'était incroyable. Je me régalais, ça marchait. Le team, ça se passait super bien. Ils ont eu des super résultats aussi. Tout le monde avait des super résultats. Donc, il y avait cette espèce de petite euphorie constante. S'il y en avait un qui faisait un truc un peu moins bien, bah, il y avait toujours un autre qui faisait un super truc. Donc, tout le monde était content. J'ai gagné, souvent, je gagnais une Coupe du Monde par saison, là, ces années-là. Et je pense que 2024, j'en ai gagné 2. J'en ai gagné une début de saison et une fin de saison. On a eu Trophée des Nations aussi, donc c'est championnat du monde par équipe avec Isa et Mélanie. Donc c'était 2019 et l'autre, je sais plus, c'était 2023, 2 ou 3. Et on a gagné les 2, donc pareil, un truc qu'on partage aussi avec ces filles-là, bah, qui sont au top. Donc Isabeau Courdurier Ouais. et Mélanie Pugin. Mélanie Pugin, ouais. Et même en Coupe du Monde, on se partageait, on a fait quand même pas mal de podiums aussi toutes les 3. Et donc ça, franchement, ça rajoute au côté, voilà, on est inarrêtable, quoi. C'est trop bien. Et il y avait, ouais, ce côté vraiment un peu grisant, c'était ces années-là, ça fonctionnait. Et puis, 2024, ouais, je fais vraiment une bonne saison quand même. Je pense qu'on se battait pas mal avec Isa, on faisait souvent 1 et 2. Elle en a gagné plus que moi, mais moi, j'étais souvent 2 derrière, ou alors je gagne finalé et Loudanvielle, je crois, cette année-là. Donc, ouais. Non, franchement, c'était cool. Et après, championnat du monde, donc 2024, je fais 3e. Pareil, on refait podium 100% français. Donc, avec Isabeau qui gagne, Mélanie 2 et moi 3e. Donc, ouais, c'est cool, hein. Et il y a eu même un moment, tu vois, en 2022, j'étais presque frustrée tu vois, je faisais des podiums des fois et à la fin de saison, je me disais: «Purée, mais j'ai envie de gagner, quoi». Et en fait, enfin, ouais, tu veux toujours plus, en fait. C'est ça, le sport de haut niveau, c'est que Ouais, mais tu veux gagner, c'est normal. ah ouais, non, mais c'est Ouais. clair. Ouais. Non, mais c'est clair. Puis surtout quand tu fais des podiums, et que tu vois la victoire qui est là, Ouais, tu te dis: «Bon, ouais. il y a pas grand-chose». Non, mais c'est clair. Et du coup, bah, c'est ça qui te pousse aussi, à continuer, à essayer de t'améliorer tout le temps, à pousser le truc. Mais aussi, je me dis, il faut aussi savoir apprécier les choses, tu vois? Bien sûr. Mais ouais, un bon mix, c'est bien. Un tout petit mot avant de reprendre cet épisode. Comme vous pouvez l'imaginer, je passe un temps de fou pour vous proposer des épisodes toujours plus passionnants. Alors, si vous voulez m'aider à développer en roue libre, vous pouvez faire un truc tout simple et qui vous prend 1 seconde, c'est de vous abonner. Ça m'aide à trouver des partenaires et du financement pour continuer et à recevoir des invités de qualité dans En roue libre. Merci pour votre soutien, place à l'épisode. J'aimerais qu'on ouvre un chapitre sur l'enduro, qu'on a déjà un petit peu ouvert, mais plutôt sur la partie technique enduro. L'une des raisons pour ça, c'est parce que, pour ceux qui avaient suivi, Morgane et moi, on a fait quelques courses. On en a fait 2 à La Réunion, en décembre dernier. Et donc on a roulé globalement ensemble, puisque moi je jouais pas aux avant-postes et que Morgane et Camille Balanche et Émilie aussi, elles se tiraient la bourre et puis elles faisaient elles faisaient leur petit truc. Et moi je me suis dit: «Bah tiens, le rythme a l'air bon et donc je vais me caler là-dessus». Et bien m'en a pris, puisque en fait avec Morgane, on a fait des temps qui étaient très proches, sauf que Morgane était devant. Et donc je m'y suis intéressé parce que je me suis dit, mode challenge, parce que je suis aussi un compétiteur. Et en fait, je m'y suis intéressé et je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait que Morgane, elle a l'air un peu moins fougueuse que moi et voilà, et moi je fais plein d'erreurs et tout ça et je me retrouve derrière». Et donc je me suis dit: «Mais elle doit faire un truc qui fait que ça marche, qui fait qu'elle fait pas d'erreurs, ou en tout cas beaucoup moins que moi, qu'elle gère bien, que ci, que ça».
Et donc, j'ai eu envie de comprendre. Et donc, avec Morgane, on avait un petit peu discuté à l'issue de notre séjour à La Réunion. On a discuté de la possibilité de faire ce petit tuto, en quelque sorte, pour apprendre comment performer au mieux sur les courses d'enduro, quel que soit votre niveau. Donc, l'idée, c'est que au travers des quelques sujets qu'on va aborder après, que vous soyez débutant en enduro ou même pilote élite, vous puissiez apprendre quelques trucs de Morgane. Et donc, on va commencer tout de suite. Moi, en fait, ce que j'aimerais faire avec ce petit format, c'est dire depuis le tout début jusque à la fin. Alors, on va essayer pas que ça dure 4 heures, mais disons, ok, annonce d'une course. Il y a une course, voilà, super. Je m'inscris. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes des trucs en particulier? Est-ce que tu regardes le profil dénivelé? Est-ce que tu regardes les lieux et à quoi tu fais attention et comment tu te prépares par rapport à ça? Ouais, ouais, carrément. En fait, le profil, le dénivelé et tout ça, ça arrive qu'on le sache pas jusqu'à une semaine avant la course. Donc ça, des fois, c'est peut-être un peu dans un second temps qu'on va pouvoir savoir ça. Mais par contre, on sait déjà un petit peu, surtout si on est déjà allé à l'endroit, quel type de piste ça peut être, quel profil. Par exemple, on vient à Loudanvielle, c'est des pistes qui sont quand même assez différentes de ce qu'on aurait à Finale, par exemple. Finale où c'est plus de la roche Ouais. cassante, alors qu'ici c'est plutôt du loamer, Ouais, plutôt voilà, de la Finale, terre il faut comme, vraiment pomper, il faut vraiment, ça il peut faire très chaud, bon ici aussi pour le coup, mais ouais, c'est quand même des profils de pistes qui sont assez différents. Et après, ouais, on va pouvoir en fonction de ça déjà, adapter peut-être un peu le vélo. Moi, ça m'est déjà arrivé de rouler par exemple avec un Switchblade, donc un vélo un peu plus petit, notamment à Finale, une fois où la course était vraiment hyper physique, il y avait énormément de relances dans les spéciales. Donc ça peut être voilà, là c'est un peu extrême, hein, carrément changer de vélo, Ouais. mais ça peut être adapter un petit peu le vélo, ça peut être changer les pneus. Moi je roule tout le temps en profil DH, en carcasse DH. Insert ou pas à l'arrière, selon si ça tape, s'il y a des risques de crevaison ou pas. Je pense que c'est souvent quand même un pari qui est pas mal, l'insert à l'arrière, ça peut quand même sauver des courses. Ouais. Mais encore une fois, si c'est une course très physique, ça vaut peut-être le coup de pas le mettre. Et après on peut, ouais, se mettre un petit peu en condition. Il y a aussi des courses où il y a beaucoup de remontées mécaniques, donc ça va être beaucoup moins physique. Donc ça peut changer aussi un petit peu la préparation, physique qu'on a en amont, même si, je pense qu'une grosse base d'endurance, ça reste, si on veut faire une saison complète d'enduro, ça reste, c'est pas négociable, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut pour se mettre bien. Mais voilà, pour certaines courses, on sait que, ça va se jouer un peu plus, sur le physique, un peu plus sur la technique, un peu plus, s'il y a des pistes qui sont vraiment très raides, ça peut être remonter un petit peu le poste de pilotage, s'habituer à un vélo comme ça, voir un petit peu les réglages de suspension qu'on peut faire aussi. Et après, en enduro, il faut quand même rester sur un vélo qui est hyper polyvalent parce que d'une spéciale à l'autre, même si on est dans un endroit, où c'est en général très raide, il peut y avoir une piste, où ça pédale, où c'est plus plat, où il faut pomper. Donc il faut quand même un vélo, voilà. C'est pas comme en descente où on va vraiment adapter les suspensions de tout le vélo à une seule piste et puis le changer le week-end d'après. Là, il faut quand même que ça marche dans plein de circonstances. OK. Donc là, on parle, pour revenir un petit peu, c'est donc en amont de la course, même, fin de saison précédente, tu as vu la course, tu t'es inscrite, tu regardes un petit peu le profil, tu sais à peu près quel type de terrain et donc tu vas donc venir, voir comment tu peux adapter ton vélo. OK. Tu as parlé de l'entraînement. Évidemment, grosse phase, hyper, importante. Dans les grandes lignes, c'est quoi une intersaison? Enfin, c'est quoi un hiver, pour une pilote d'enduro? Et qu'est-ce que toi tu fais? Déjà, Je pense que ce qui est chouette en plus en enduro, c'est que l'entraînement, il est hyper varié. Donc comme je disais, je pense que voilà, il y a une base d'endurance à avoir. Moi, j'aime bien faire, quand même des sorties longues.
Et ça peut être en vélo ou dans d'autres sports d'ailleurs, je fais pas mal en ski de fond aussi. Donc il y a ça, il y a toute la partie muscu, pour être, fort en fait. Plus tu costaud, plus tu fort, plus tu vas te régaler en descente, moins tu vas tomber, moins tu vas te faire mal si tu tombes et plus tu vas pouvoir pomper, pousser sur le vélo et prendre de la vitesse, encaisser les chocs et aller vite en fait. Tu dis, pardon, mais plus t'es musclé, moins tu vas tomber. Quel Ouais. lien tu fais entre les deux? Ouais, en fait, ça te permet de rattraper plein de choses, en fait. Des fois, en vélo, tu vas te prendre une compression, tu vas talonner, ta fourche et en fait, si tu es un petit peu faible, du haut du corps, par exemple, ou si tu pas trop gainé et tu vas vite passer par-dessus le guidon et tomber, quoi. Alors qu'en fait, si tu es bien préparé et que tu arrives à, contrer ces chocs et ouais, tu as moins de risques, de tomber. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qu'on voit pas mal, chez les jeunes et même moi, c'était ça au début aussi, quand j'ai commencé, la descente, j'étais pas assez musclée et du coup, dès que je me faisais déséquilibrer, en fait, je tombais Mmh. alors que maintenant, je rattrape pas mal de choses. Et alors oui, pardon? Non, vas-y. Non, alors, à quoi ça ressemble une semaine, alors je sais qu'il y a pas vraiment de semaine Mmh. type, mais si on devait, faire une semaine type, en plein hiver, combien tu fais de séances de muscu par semaine? Sorties longues, sorties, vélo, technique? Ouais, alors, je fais généralement 2 séances de muscu par semaine, donc ça va être souvent le mardi matin, jeudi matin. L'après-midi, ça peut être soit, une séance plutôt technique, aller, BMX, pump track, ski, des choses comme ça. Mmh. Ou éventuellement, une séance avec, des petits sprints, par exemple. Ouais. Pas trop longue, mais voilà 1 heure et demie avec des sprints. Et après, souvent le mercredi, ça va être soit sortie longue, soit une sortie pas forcément très longue, mais avec, ce qu'on appelle la PMA, hem, ça va faire en fait, ça va être des intervalles plus ou moins longs. Ça peut être, 30 secondes, ou, des 5 minutes, par exemple, qu'on va répéter plusieurs fois à des intensités élevées et en fait, ça va vraiment faire, travailler le moteur et ça va nous faire progresser sur plein de choses, en fait. Ça va nous aider pour des relances, mais aussi ça fait même progresser, l'endurance. En fait, ça fait vraiment progresser plein de capacités physiques. Après, il faudrait demander à un vrai entraîneur Oui, pour, non, mais bien sûr. avoir tous les détails, mais c'est hyper efficace et donc je fais ça, le week-end, j'aime bien aller rouler en descente ou en tout cas enchaîner des runs, bike park. Souvent je le fais avec mon vélo d'enduro quand même, mais voilà, soit des navettes, soit bike park, des Ouais. trucs comme ça. Et Et ça, c'est plutôt plaisir ou tu as un objectif quand tu le fais? c'est un mix des 2. C'est quand même c'est q moi en général, j'ai quand même cette chance d'aller avec l'entraînement, avec le sourire en général. Ouais. J'aime bien il y a pas grand chose que je fais à l'entraînement que j'aime vraiment pas faire. Heu et quand c'est des runs, en navette, ou en bike park, c'est un peu le top, quoi. Oui. C'est ça qu'on aime dans le vélo quand même. Mais même les séances, de PMA et tout, des fois j'appréhende un peu. Je vois la séance, je me dis: «Waouh, là, je vais me mettre dans un état, ça va être horrible, quoi» et en même temps, j'ai envie d'y aller parce que j'aime bien ce challenge et je pense que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les sportifs de haut niveau. C'est qu'en fait, on aime bien se faire mal et puis une fois qu'on a fini, on est trop content Ouais. et si on nous dit d'y retourner le lendemain, on y retourne, quoi. Donc voilà, faut avoir ce côté un peu, aimer, souffrir. C'est pas que du plaisir et en même temps, je crois qu'on trouve du plaisir dans cette «souffrance» entre guillemets parce que voilà, on le fait parce qu'on a envie de le faire aussi. Mais mais ouais, franchement, dans l'entraînement, moi, en général, je me régale quand même bien et comme je disais, l'hiver, je varie pas mal quand même l'entraînement aussi et moi, j'habite en montagne, donc je fais quand même beaucoup de ski, que ce soit du ski de rando pour des sorties d'endurance ou en station quand il y a de la bonne neige, ça fait aussi travailler plein de choses, la proprioception, la vitesse, plein de choses et puis les skis de fond, cardio à fond, donc ouais, non, c'est cool. OK. Donc ça, c'est ta semaine, OK. Hem, Là, on va dire, tu arrives sur le lieu de la course. Hem,
tu préparé, tu as un vélo qui est globalement préparé à 90%, modulo le fait que tu doives l'adapter vraiment aux conditions spécifiques du moment. Mais comment se déroule ton week-end, on va dire ta semaine plutôt? Comment, c'est quoi les étapes que tu suis presque invariablement pour te préparer et rentrer dans ta course? Bah, déjà, bon, par exemple, si on prend le cas d'une coupe du monde où on va avoir la carte, des pistes, une semaine avant la course et là, bah, tout de suite, je vais commencer à regarder, sauf si je suis sur une autre course le week-end avant, mais dès que je peux, je vais commencer à regarder la carte, voir, bah, combien on a de kilomètres, combien on a de dénivelé. Essayer de déjà intégrer un peu tout ça et puis, voir s'il y a des pistes qu'on connaît, si c'est tout nouveau, si, il y a des nouvelles pistes. Et à partir de là, moi, je vais parfois décider d'aller faire des pistes à pied quand je peux. Donc après, c'est sur les coupes du monde que je le fais pas forcément sur d'autres courses. Mais là, par exemple, donc à Loudanviel, il y a une nouvelle piste, spéciale 4 qu'on aura ce week-end, qui est nouvelle. Je suis allée la faire hier à pied et je suis même allée faire la 5 alors qu'on l'a à chaque fois cette piste, Tour Ouais. Terre. Mais en fait, j'aime bien ce côté, je vais voir sur le terrain, ça m'évite de me poser des questions. Je vais voir, je me dis: «Ah bah ouais, c'est comme ça ce week-end, les conditions, bah là, c'est sec». En plus, je regarde la météo, ah bah, ils annoncent, pas forcément de pluie ou ah, ils annoncent des orages. J'essaye de me projeter un peu sur le week-end et ça peut me permettre de me dire: «Ah ben tiens, là, il faudra prévoir», par exemple, s'ils annoncent vraiment de la pluie, ben, il faudra prévoir tout ce qui est en conséquence, le masque adapté, le garde-boue, la tenue, une tenue de rechange, tout ça. Et en fait, je trouve que toutes ces décisions, c'est bien de les anticiper dans la semaine, quoi. Parce que ça te laisse moins de choses à te dire le matin de la course: Mmh. «Ah bah mince, mon kawaii». Donc voilà, j'essaye d'anticiper au maximum. Je vais pouvoir, des fois regarder des anciennes GoPro si on a des spéciales qui se répètent, regarder des anciennes GoPro, me remettre tout ça en tête et comme ça, le jour des recos, quand j'arrive, ben, je sais déjà à peu près où je vais. J'ai pas trop à m'arrêter. Moi, ce que j'aime faire aux recos, c'est rouler donc on a une reco par spéciale en coupe du monde et sur beaucoup de courses d'enduro, c'est comme ça quand même. Donc je prends toujours ma GoPro. J'aime bien rouler à 80% on va dire, mais pas trop m'arrêter et je vais vraiment enchaîner des passages. Si je rate une ligne, mais que je la vois, je vais le dire à la GoPro. Je vais dire: «Ah bah là à gauche, là à droite» ou là, virage serré ou s'il y a des gros freinages, des trucs qui surprennent, je vais le dire et comme ça quand je regarde mes GoPro après, ça me rentre dans la tête, quoi. Tu peux Et remonter? tu peux t'arrêter et remonter juste un passage, mais tu peux pas repartir de tout le Oui. début et tout refaire. OK. Et donc ça m'arrive des fois, si je rate un truc ou je vois qu'il y a une ligne que j'ai pas du tout vue, qu'il y a un passage technique, je vais m'arrêter, aller voir peut-être à pied, remonter le vélo, faire le passage et voilà et j'essaye de mais c'est important je pense de pas perdre trop d'énergie pendant ces recos. Tu peux vite, te dire: «Ah ben attends, j'ai raté une ligne là, je vais remonter la faire» et en fait si tu fais ça à chaque fois, tu perds trop d'énergie en fait. Ouais et puis Donc même, faire les pistes à pied. ouais. Enfin, c'est Ouais, piste à pied, fatigant, hein? il y a des gens qui en font pas du tout. Ouais. Il y a plein de gens qui sont très forts, hein, qui en font pas du tout. Alex Rudo, je crois qu'il aime pas du Mmh. tout ça, par exemple. Je discutais avec Mélanie Pugin aussi hier, elle en fait pas. Et après, il y a des gens qui ont besoin de le faire. Greg Callaghan, il m'a dit bon, il habite à côté de Morillon Mmh. maintenant, hein, et donc l'année dernière, il a pas fait de piste à pied là-bas parce que bon, bah, il connaît quand même pas mal le coin. Ouais. Et il m'a dit: «Ah bah, ça m'a manqué en fait de pas les faire parce que j'ai mon process, j'ai l'habitude de les faire, ça me met en confiance, j'ai besoin de les faire» et lui, il en fait vraiment beaucoup. Donc ça dépend des gens. Samy, lui, il les faisait toutes. Je reviens toujours à Samy OK. et mais ouais, voilà, ça va être vraiment essayer de gérer son énergie en amont de la course. Pareil, des fois, il peut y avoir plein de sollicitations, on a envie d'aller rouler. Là, on est dans un endroit, il y a plein d'autres pistes à rouler, il y a trop de choses à faire. Bon, bah, des fois, il faut savoir se dire: «OK, bah, cet après-midi, je vais juste me poser un peu et arriver avec, vraiment l'envie et l'énergie, Mmh. sur la course». Ouais et le rôle des GoPro,
Alors du coup, GoPro, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des petites caméras qu'on peut mettre sur le casque ou partout. Comment tu filmes? Comment tu débriefes? C'est quoi un peu ton process? Si tu en as un en Mmh. particulier ou sinon, Pour moi, le plus important, c'est vraiment, quand je roule, de ces petites, informations que je dis à voix haute, et que je vais entendre après la GoPro. Pour moi, ça, depuis que j'ai commencé à faire ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée et j'hésite pas. Des fois, je parle tout le long de la spéciale presque et des fois, je dis: «Bah, là, c'est incroyable, ces virages». Mais au moins, je sais que, ben, voilà, j'arrive vraiment à me mettre dans les mmh, sensations, de la piste et du coup, quand je les regarde, donc je vais les regarder, le plus tôt possible après les reconnaissances, quand c'est encore frais et en fait, du coup, à chaque fois que je les regarde, je sais où j'en suis, je me rappelle mieux des passages et je vais pas essayer de me rappeler de toute la piste vraiment consciemment, mais je pense que le fait de les regarder plusieurs fois, ton cerveau, il se rappelle de plein de choses et il sait ce qu'il faut faire quand tu arrives dessus. Mais par contre, je vais essayer de juste me rappeler des passages clés, soit, soit des virages où vraiment c'est pas dans le flow de la piste et il y a quelque chose à faire en particulier, soit des passages très techniques, soit, voilà des choses qui surprennent. Et donc, au contraire d'une descente où on se rappelle vraiment du moindre caillou, sur toute la piste, là c'est vraiment, je sais ce qu'il y a à peu près dans la piste, je sais que mon corps va s'en rappeler quand j'arrive dessus et les quelques passages clés, ils sont là, quoi. Et je vais les regarder comme ça dépend de la longueur des pistes, mais je passe quand même pas mal de temps à les regarder. Je vais les regarder, peut-être 5 fois, 5-6 fois au total, avant la course. 5-6 fois chaque Ouais, spéciale? franchement, je Ah pense ouais. qu'on ne doit pas en être loin. Ça dépend après, il y a des endroits dans les Alpes, quand c'est des spéciales de 20 minutes, je vais pas forcément les regarder 5-6 fois. Mais ouais, je les regarde quand même, ouais, je dois les regarder, 3-4 fois après les recos, dans la soirée et puis une fois souvent le matin, et encore une fois, ça dépend des spéciales, si on les connaît bien. Il y a des gens, tu vois, Eddy et Matt, qui étaient dans le team avec moi l'année dernière, eux, les GoPro, ils les regardaient très peu et ça en fait, ils apprenaient vite aussi. En fait, ils les regardaient une fois, ils savaient déjà tout, ils aimaient rouler à l'instinct donc pas de souci. Mais il faut trouver en fait, il faut essayer, il faut trouver un peu ce qui marche pour chaque personne. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que il y a des gens, j'imagine, qui peuvent se dire: «Oui, bon, enfin, quand même, je fais ça pour le plaisir» Mmh. et il y a plein de gens parmi vous qui nous écoutez, qui vous dites: «Oui, mais moi, si je fais une course d'enduro, c'est pas forcément pour gagner» Mmh. et à l'inverse, il y a des gens qui qui vont vouloir, jouer la gagne et donc finalement, ceux qui vont vouloir jouer la gagne, pour ceux qui vont vouloir jouer la gagne, la GoPro est quand même un outil formidable quand même, Mmh. hem, qui permet de mémoriser plein de d'informations, de passages, ouais, de data, pour, potentiellement rouler plus vite et être moins surpris, en tout cas avoir ses Mmh. notes, le jour de la course. Ouais, c'est ça. Quitte à même des fois, moi, ce que je fais des fois quand il y a des passages qui sont pas forcément très intéressants, je les mets en accéléré. Mais au moins le fait de tout revoir, même si c'est un peu rapide, bah, en fait, quand tu arrives le jour de la course, même si c'est une spéciale que tu as roulée qu'une fois, tu roules, comme si tu avais fait 10 fois la piste. Et en fait, ouais, si tu veux jouer un petit peu un résultat et même je trouve que pour moi, c'est aussi une sensation où je me fais plus plaisir quand je sais où je vais, je peux vraiment attaquer, je peux vraiment être à fond. J'ai fait pas mal de courses à vue, cet hiver et j'aime bien, hein, c'est vraiment fun, mais je trouve que ce côté, ouah, je sais où je vais, je sais où je peux en mettre, et ben, j'adore ça. Donc heu ouais, non, c'est vraiment un super outil. Franchement, les GoPro, c'est top. OK, donc tu regardes tes GoPro la veille et le lendemain, enfin, en tout cas, le Ouais, le matin de matin. ta course. Là, on est, jour de course. C'est quoi tes routines? C'est quoi c'est quoi ton ouais, ton organisation sur ce jour de course? Il y a déjà des choses pour le jour de course, mais que je vais faire, la veille, par exemple.
ou même l'avant-veille. Ça va être tout ce qui est nutrition, faire un peu mon plan en fonction de la carte, de l'enchaînement des spéciales, savoir, où sont les points d'eau, où est-ce qu'on passe, au paddock et on peut se ravitailler en bar, manger, éventuellement un petit repas ou quelque chose. Et donc, en fonction de ça, je vais vraiment m'organiser, en amont de la course. Et ça, j'essaye de pas le faire le matin de la course parce que j'aime bien que, voilà, tout soit calé, laisser le moins de décisions possible pour le jour de course. Et donc, ça va être comme ça, vraiment, organiser, ma nutrition pour, vraiment je sais qu'à chaque liaison, je mange ça, je fais mes électrolytes. S'il y a une fontaine au milieu de nulle part, j'ai quand même de la boisson d'effort à remettre dedans pour, pas tourner à l'eau claire pendant trop longtemps, et donc, ça permet vraiment que la course, se passe dans des bonnes conditions. Et je vois, par exemple, le week-end dernier, on était à Brassac, il faisait 32 degrés, on avait 1 700 mètres de dénivelé, par jour de course. C'était des conditions, c'était difficile, on transpirait énormément, on brûlait beaucoup d'énergie. Et en fait, ça fait si tu es bien préparé, que tu sais ce que tu vas manger, que tu as à boire, en quantité suffisante. Donc là, par exemple, j'avais pris, ma gourde plus une flasque que je remplissais dès que je voyais des points d'eau et tout ça. Ça aide énormément. Et puis, ouais, non, après pour le jour de course, donc normalement tout est prêt. Je sais, voilà, j'ai un sac, que j'amène aussi au stand avec, une tenue de rechange. On sait jamais, tu tombes, tu arraches un maillot, tu veux te changer parce que tu es mouillé, par exemple. C'est bien, je pense, d'avoir une tenue de rechange, d'avoir cette nutrition qui est prête, un peu de rab au cas où, des gants de rechange, un masque de rechange. C'est déjà ça peut sauver pas mal de situations. Et puis après, voilà, je pars avec le sourire, je regarde mes GoPro le matin, mais quand même, j'essaye d'avoir ce petit temps au petit-déj, j'essaye de me mettre souvent dehors, avec un bon livre et de me poser et de regarder un peu les montagnes, de me dire: On est bien ici», et puis voilà, d'aborder la journée, avec le sourire. J'essaye d'aller voir des gens que je connais un peu, discuter un peu, me changer un petit peu les idées aussi. Je pense que c'est important ces semaines de course aussi de pas être, en état d'alerte, tout le temps parce qu'on perd beaucoup d'énergie aussi avec ça. Donc voilà, il y a des moments où il faut être hyper concentré, mais ça va être, les moments importants juste avant la spéciale, pendant la spéciale. Et les autres moments, même pendant les liaisons, je pense que c'est important de pouvoir souffler, de pouvoir discuter d'autres choses. Moi, ce que j'aime bien faire les jours de cours, donc je fais ma spéciale. Souvent, je prends quelques minutes avec moi-même pour, débriefer un peu de ma spéciale. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? OK, je l'intègre et après, je commence ma liaison et j'essaye de plus y penser. Et par exemple, ça va être important il y a des gens qui aiment regarder les chronos, d'autres pas. Par exemple, si on regarde les chronos et qu'on n'est pas à la place qu'on aimerait être, ça va être important de pas ruminer ça pendant toute la liaison parce que sinon là, on en laisse du jus, à fond. Donc voilà, c'est toujours essayer de naviguer entre cet état de concentration, maximale juste avant la spéciale, pendant la spéciale, et après avoir ces moments où on relâche parce que sinon la fin de la journée c'est dur. C'est dur. Ouais. Et aussi, j'ai l'impression que c'est ce que permet l'enduro, de pouvoir, à des moments, relâcher la pression et puis parler à d'autres concurrents. Ouais. Enfin, parce qu'en fait, c'est tu vous vous tirez la bourre, mais pas directement vraiment l'un contre l'autre, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est chouette et je pense que c'est rare. Je pense qu'il y a pas beaucoup de sports où on peut faire ça. Et c'est vrai que nous, le format enduro, ça permet vraiment ça parce que dans les liaisons, on fait pas la course. Et puis, on part, donc souvent les ordres, de départ font que, toutes les élites femmes, on est ensemble. Après, donc, en fait, tu crées des liens, tu crées des amitiés. Et voilà, dans ces liaisons, ça arrive, hein, quand c'est dur, des fois, tu as pas envie de parler et puis tu es dans ton truc et puis tu essayes juste d'arriver en haut, à l'heure. Mais il y a d'autres fois où, c'est cool, quoi. On a des super discussions et ça fait passer la montée beaucoup plus vite. Et puis, on apprend l'une de l'autre. Je pense que, moi, il y a plein de gens que je trouve hyper inspirants dans notre sport et de pouvoir partager,
plein de moments comme ça avec eux, même pendant des journées de course. Je trouve ça incroyable. Et il y a aussi tout ce côté entraide qui est beau dans le sport, c'est que si quelqu'un a un problème, si quelqu'un est un peu dans le mal, il va y avoir plein de monde qui va être là pour aider, donner à manger, donner à boire, aider à réparer le vélo. Et ça, je pense que ça arrive jamais que quelqu'un se retrouve tout seul à être en galère. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué dès mes premières courses d'enduro. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Alors, je prends pas toujours de sac, ça dépend. Ouais. Mais j'ai un compartiment dans mon vélo là où je mets déjà pas mal de choses. Donc j'ai une chambre à air, j'ai une valve, j'ai des Riesland. Donc une valve pour remplacer? Ou au cas où, Au si cas je où. casse une valve. Ok. Ça m'était arrivé une fois, D'accord. il y a un moment, ça avait juste un rocher qui avait cassé le bout de la valve. Donc depuis, j'ai une valve. Ok. Non mais c'est Ouais, typiquement c'est des voilà, petits trucs, mais du c'est vrai vécu, des petits que trucs. Ok. ouais, Une valve. Très une bien. valve, des démonts de pneus. Donc ça, j'ai ça dans un premier petit sac. Deuxième petit sac, j'ai une cartouche CO2 et l'embout qui va avec. Et après, donc j'ai pas mal de barres de gel pour remplir le reste de mon vélo. Et après, j'ai une petite pompe électrique. Ouais. Que depuis l'année dernière, je prends ça finalement, au lieu de prendre 2 cartouches CO2, je prends une cartouche CO2 et ça, je le mets dans ma dorsale en général. Et c'est vrai que ça, c'est hyper pratique. Parce que si on a besoin juste de refaire un peu l'appoint, remettre un peu d'air, c'est top. Je prends un manomètre parce que ça peut arriver souvent que quand il fait chaud l'été, quand on a des grosses variations d'altitude aussi, la pression des pneus, elle peut beaucoup augmenter. Ça change vite de 0,2, 0,3 bar. Et donc souvent je le prends avec moi, sauf si on va repasser au stand en milieu de journée à peu près. Là, des fois, je le prends pas, mais quand même, ça sert bien. Un multitool. Ouais. Assez complet, avec aussi un dérive-chaîne, des clés assez longues pour pouvoir bien serrer, bien tout démonter, tout ce dont on a besoin. J'ai des mèches qui sont dans mon pédalier. Donc des mèches pour les pneus tubeless. Pour les pneus tubeless. Et j'ai un maillon rapide pour la chaîne Shimano. Que tu mets quoi sur le Et cintre je le mets. Il y a une petite place sur la porte de l'ouverture de mon cadre. D'accord. Une petite place exprès. Ok. Et j'ai une patte de dérailleur sous ma selle. En général, là, il n'y est pas. Là, il est pas. Mais ouais, avec des Riesland, on met une platte de dérailleur, elle est là. Et voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Ouais. Et ça m'arrive de prendre un sac quand c'est vraiment des journées. C'est surtout pour l'eau, en fait. Quand il n'y a pas assez d'eau. Moi, j'ai ma gourde Feedlock qui est en 590, donc c'est quand même pas mal, déjà. J'en ai même une plus grosse que je mets des fois. Et après, si même ça suffit pas, je prends un sac à dos avec une flasque ou une poche à eau dedans. En nutrition, qu'est-ce que tu prends? En nutrition, j'ai un partenaire là qui m'aide et c'est une gamme super complète, c'est Ta Énergie. Et ils ont en plus des trucs super bio, vraiment de très bonne qualité. Donc ça, j'ai pas mal évolué là-dessus ces dernières années. Avant, j'aimais pas trop prendre des gels. Et donc j'étais plus barre et finalement je m'y suis mise parce que j'aime bien. En fait, j'ai commencé à prendre ils ont aussi des petites gommes. Donc c'est comme un peu un gel mais sous forme un peu plus dure. Et ça, je trouve ça super facile à manger, c'est comme des bonbons. Ouais. Donc donc ça, j'en prends vraiment très régulièrement. Je prends encore 1 ou 2 barres dans la journée, mais c'est quand même plus rare. Et après ouais, soit après je prends des gels. J'essaye alors je suis pas forcément à compter tous les grammes de glucides par heure comme ça se fait dans d'autres sports. Je pense qu'en enduro, c'est quand même encore assez différent parce qu'on a ce côté où en liaison, on monte mais tranquille et puis en spécial, on bouffe toute notre énergie. Ouais. Et donc j'adapte un peu, mais ouais, j'essaye de vraiment, je mange dès que je peux en fait, assez constamment. Et souvent les barres, donc tout ce qui est plutôt dur, je vais le manger en fin de spéciale, au début de liaison. Et puis quand on se rapproche du départ de la spéciale, je vais manger quelque chose qui s'absorbe plutôt plus vite, donc gel ou petite gomme. Et après j'ai de la boisson d'effort, donc la boisson isotonique avec aussi du glucide dedans, du coup dans mon bidon tout le temps. Ouais.
tout le temps. OK, Mmh. sur la partie nutrition. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres, parce que donc on a parlé de ta préparation en amont, des recos, de la nutrition, on a aussi un petit peu parlé de ton vélo. Hem, Qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant de partager ou en tout cas de savoir pour ceux qui je sais pas, pour ceux qui veulent, s'améliorer sur leur course d'enduro? Et ben, je pense qu'après, tu vois ce que tu disais au début sur le côté que moi je roulais assez fluide et puis toi tu faisais peut-être un peu plus d'erreurs, puis finalement on avait des chronos Mmh. assez similaires, mais je pense que ce côté fluidité, il vient beaucoup avec le temps en roulant beaucoup en fait. Et c'est vrai que moi, des fois, je vais en station, je vais refaire toute la journée presque le même run. Mais en fait, j'aime bien aussi parce que je travaille des petits détails. Je me dis: «Ah bah, ce passage, je le fais un tout petit peu mieux et un tout petit peu mieux à chaque fois». Et c'est vrai qu'il y a ce côté, que j'aime bien et je pense qu'en enduro, c'est assez important quand même il y a un peu les 2. Il y a ce côté où, en gros, ce qu'on veut, c'est avoir une vitesse moyenne qui soit la plus rapide d'un point A à un point B, en spécial. Et donc pour ça, heu, il y a des gens qui vont se concentrer vraiment sur un passage technique, faire à fond le passage technique, mais par contre, le virage d'après qui est tout simple et ben, ils vont pas forcément y penser et donc perdre, du temps des fois là-dessus ou sur des sections de route. Par exemple, des fois on passe sur la route et ben, on n'y pense pas en fait et en fait, c'est là que des fois les différences se font. Donc ça, c'est moi ça, par exemple. Non, je Non, alors non, non, mais je je me non, mais j'ai pas dit que non, c'était non, mais je me reconnais très, très bien mais là-dedans, tu vois, c'est-à-dire: c'est «Ah chouette, j'ai passé ce passage-là et le ouais. virage d'après, ah je me tanque». Ben Voilà. même moi, au début, je faisais tout le temps Mmh. ça et en fait, c'est vraiment, bah, c'est un travail constant, hein, d'apprendre ça, mais d'essayer de, ben, chaque mètre de piste, bah, d'essayer de le faire du mieux possible et voilà, essayer de trouver une certaine fluidité mais par exemple, tu vois, le week-end dernier à Brassac, je crois que c'était tellement des pistes intenses, tellement des pistes, où fallait repédaler tout le temps et tout, que, on s'est dit finalement à la fin: «Bah, en fait ici si tu es fluide, tu es collé quoi. Tu es pas assez rapide». Donc ça dépend, OK. encore une fois, Ouais. mais dans l'ensemble, ouais, faut vraiment, rouler partout, pas laisser un petit truc au hasard et se dire: «Ah bah, ce virage, tant pis, on verra». Puis des fois, il y a un long plat derrière et c'est là qu'on perd plein de temps. Mais c'est vraiment d'avoir vraiment une vitesse constante, sur toute la piste et puis, ben, d'en mettre quoi, de repédaler quand on peut, parce que, ben, voilà, après c'était un style de piste où elles étaient aussi courtes, donc tu pouvais te permettre de lâcher de l'énergie à repédaler, refreiner même derrière s'il y avait besoin. Alors que sur d'autres pistes de 20 minutes, ben, il vaut mieux être pour le coup vraiment fluide et pédaler quand il y a besoin et pas partout. Donc voilà, c'est Donc je donne stratégie à pas vraiment de adopter, réponse. non, 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 mais non, mais c'est en fait, ce qu'on comprend, c'est que en fonction du profil, Mmh. enfin de la longueur surtout de la spéciale, il faut adapter pour, hem, être plutôt bon sur la durée, en Mmh. fait, finalement. Parce Ouais, que moi, c'est ça qui m'avait vraiment impressionné dans ton pilotage et puis tes temps, c'est la, le fait que, voilà, tu faisais ton petit bonhomme de chemin tranquillement et tu faisais pas forcément de coups d'éclat et mmh, puis peut-être que dans des passages, je pouvais me dire: «Ah ouais, bah là, elle a l'air de passer un tout petit peu moins bien» ou ci ou ça. Mais en fait, sur la durée, mmh, tu allais plus vite ouais. et je pense que c'est ça aussi, moi, c'est ça la leçon, en fait, que j'ai prise, entre autres, Mmh. évidemment. Mais la leçon que j'ai prise, c'est bah, faut pas essayer de faire péter à chaque virage ou chaque partie Mmh. technique. C'est plutôt, bah, être là, empiler les bons points, quoi et c'est à la fin, vraiment à la fin que tu vois si tu es devant et dans ton cas, tu étais devant. Voilà, mais encore une fois, ça fait toujours du bien de se prendre des petites leçons, surtout par, Morgan Charr, hein, quand même. C'est pas la pire des coachs, mais non, moi j'ai beaucoup appris et en tout cas, je trouvais, voilà, super intéressant de voir que c'était la régularité Mmh. qui payait, surtout que là, on parle, par exemple, d'une spéciale, mais c'est une spéciale plus une, plus une, plus une et à la fin, ça fait des secondes, voire même parfois des minutes. Mmh. Donc c'est ça qui est hyper intéressant
Est-ce que, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, voilà, réfléchit à s'inscrire à sa première course d'enduro, et qui sait pas trop, qui en a peut-être jamais fait d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personne? Bah, c'est d'y aller, hein. De toute façon, c'est là où on apprend le mieux en plus, c'est d'essayer Ouais. et voilà, de se préparer, ben, au mieux avec ce qu'on peut, pour pouvoir se faire plaisir sur la course. Déjà, je pense que c'est le plus important. D'arriver avec, voilà, en ayant quand même roulé, en ayant un vélo qui soit assez adapté et de pas oublier de manger parce que franchement ça c'est le pire truc, les hippos en pleine course. Mais mais ouais, non, franchement il faut y aller, faut pas trop se prendre la tête aussi. Au début, bah, voilà, il faut se faire plaisir, ça reste de l'enduro, ça reste, un peu comme on fait avec les copains souvent, sur ce bah, ça dépend des courses, mais sur les courses régionales, ou les trophées des Alpes, par exemple, il y a pas forcément d'heure de départ à respecter, donc ça permet de faire les liaisons, assez, à son rythme, sans trop se mettre dans le rouge et de pouvoir se faire plaisir dans les descentes. Donc voilà, moi je dis franchement allez-y, il y a une super ambiance. En plus, il y a plein de courses. Franchement, cette année, j'ai vu en début de saison, d'habitude, je galère un peu à trouver des courses de début de saison à faire. Cette année, il y en avait trop que je voulais faire et Ouais. j'avais pas le temps de tout faire. Donc il y a ce trophée du terreau et trophée des Alpes. Il y a en coupe Rhône-Alpes, je sais qu'il y a plein de courses et sûrement dans plein d'autres régions aussi. Et il y a les coupes de France qui arrivent cet été. Il y a plein de belles courses. Plein d'organisateurs passionnés Ouais. qui préparent des belles spéciales et puis ouais, franchement, c'est un beau sport. Quand je vois toutes les courses que j'ai fait là, ce début de saison, il y avait une super ambiance et tout. On échange, tout le monde s'entraide. Donc voilà, faut pas hésiter, faut pas avoir peur, faut y aller. Très bien, faut y aller et preuve, hein, s'il fallait que l'enduro est loin d'être mort, hein. On en a pas mal parlé, plutôt sur le côté Enduro World Series et effectivement, il y a eu plein de mouvements, mais il y a aussi plein de choses qui montrent qu'au niveau régional et national, il y a des choses superbes qui se passent. Tu citais, le Trophée Enduro des Alpes, par exemple, je crois il y a 10 étapes. Ouais. Partout dans toute Mmh. la France. Les C'est inscriptions partent super vite. Trophée ouais, du terreau, c'était presque impossible de s'inscrire. Il y avait toutes les places qui partaient super vite. Et ouais, il y a du monde qui roule, c'est un beau sport et après, voilà, il y a eu pas mal de négativité sur les coupes du monde d'enduro et moi ça me fait vraiment de la peine parce que sur les courses, c'est vraiment des événements de fou. Mmh. Il y a des super pistes, des organisateurs motivés, des riders qui sont hyper impressionnants et j'ai envie de dire à tous ces gens qui critiquent de venir sur les courses et de venir voir de leurs propres yeux et en fait, je crois qu'on se rend pas compte des fois de la portée que ça peut avoir malheureusement, enfin, ça aide pas. En fait, quand on propose du contenu d'enduro et qu'il y a des commentaires négatifs qui disent que l'enduro est mort ou que l'UCI a tué l'enduro, bah, en fait, c'est ça qui tue l'enduro, c'est pas l'UCI, hein. C'est que maintenant, ben, ça motive moins des gens à poster du contenu Ouais. d'enduro s'ils savent qu'ils vont avoir des commentaires de ce genre. Donc voilà, je pense qu'il faut 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 être un petit peu plus, positif et voir le sport comme il est et franchement, que ce soit au niveau, amateur ou pro, bah, c'est trop chouette donc venez. venez. Bon, Morgane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, de continuer à me faire plaisir sur mon vélo. Moi, ouais, j'ai la chance quand même de faire mon métier de rêve là, de voyager, de rouler, de faire mes compètes d'enduro et que ça continue, hein, que ça continue encore un petit moment, j'espère et ouais, de la réussite, j'espère dans mes résultats parce que c'est aussi ça qu'on cherche. Hem, ouais, j'ai un petit peu tronqué ma saison l'année dernière en me blessant, j'avais bien commencé et puis j'ai fini un peu tôt donc là, ma dernière coupe du monde était début juillet, ça fait un Mmh. moment. Ah ouais. Donc je suis contente de revenir sur ces coupes du monde et ouais, il y a plein de nouvelles, filles qui roulent à fond. Il y a une super ambiance entre tout le monde donc bah, voilà, j'espère, continuer à me battre avec elles un petit moment.
Très bien. On te le souhaite en tout cas. Merci. Si tu avais quelqu'un que tu aimerais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? J'avais pas réfléchi à ça. En plus, je Ah, c'est sais pas que tu grave. me demandes ça à chaque fois à la fin. Hem et ben, j'aimerais bien une fille. Marine, tu l'as eu? Marine? Kabirou? Elle arrive. Bon, bah, Marine. Une autre, tu pourrais pas? Andrea Lantienado, elle est canadienne, mais elle parle français OK. et je trouve qu'elle a une vision, assez philosophique de la vie et de plein de choses et ouais, elle a été là depuis presque les débuts de l'enduro, je pense et ouais, elle est intéressante comme fille. OK. Mmh. Écoute, à moi, moi mon mot c'est merci. Merci parce que, je suis hyper content d'avoir, déjà une représentante de la jante féminine et il en faut plus sur En roue libre. Ça c'est sûr. Merci aussi pour les leçons que j'ai prises, mais les leçons dans le bon sens si tu veux, parce que, ça fait un petit moment que je fais du vélo et je pense que c'est toujours bien de continuer à apprendre, continuer à se rendre compte que, on peut progresser avec, des conseils de personnes, bien avisées et expérimentées donc merci pour ça et les conseils que tu m'as apportés et puis ceux que tu m'as et les leçons que j'ai apprises sans que tu sans que tu me le fasses de manière, comment dire? Volontaire, voilà. Mmh. Donc en tout cas, j'ai beaucoup appris, puis j'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont également appris de cet épisode et puis des conseils que tu as dispensés et puis voilà, il ne me reste qu'à te remercier et remercier les gens qui nous ont écoutés et puis voilà, on vous dit à la prochaine et puis d'ici là, kiffez très fort, hein. Bah, ouais, merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et en suivant En roue libre sur Instagram et TikTok. Aussi, abonnez-vous à la newsletter En roue libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En roue libre. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.